Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une émission du format Back Issues. Ça faisait longtemps, bien trop longtemps, et on s'en excuse, qu'on n'était pas venu à nos micros pour vous parler de quelques bandes dessinées que l'on a lues et dont on avait envie de vous parler. Le début de l'année, on vous l'avait déjà dit, a été très chargé à tout point de vue, avec notamment beaucoup de travail de mon côté, beaucoup aussi du côté de Corentin qui a changé de boulot aussi, hein, qui travaille plus dans le même cinéma, des déménagements pour l'un, des changements personnels pour l'autre, pour d'autres aussi, voilà. Les lunettes. Tout à fait, voilà, les lunettes, exactement. Enfin bref, tout un tas de raisons qui font que ça nous manquait quand même aussi, on culpabilisait, parce que c'est quand même un des formats qu'on aime faire d'ailleurs, pas qu'on on dormait plus de la nuit. Hein? On dormait plus de la nuit. Bah non, mais moi ça m'a vraiment un peu fait chier, ça, clairement. J'ai des scrupules parce qu'on en reçoit des bandes dessinées, on les lit, mais on trouve pas forcément le temps d'en parler tout le temps. Alors il y a des façons annexes de pouvoir un petit peu en parler. Moi, je fais des petits threads de lecture sur les réseaux sociaux que j'essaye de plus textualiser en fait, pour avoir quand même quelque chose d'éditorialisé. Voilà, d'éditorialiser, pour que ce soit un peu plus qu'il y a un peu plus à manger quand même que juste un tweet dessus. Mais bon, les Back Issues, c'est quand même une émission qui est cool, sur laquelle on peut discuter. En général, on passe entre 5 et 10 minutes sur un album pour dire ce qui nous a plu ou pas là-dessus. Et donc, petite émission pour se remettre en marche, mais de toute façon, sans jeu de mots et sans allusion à l'incroyable salopard qui nous gouverne. Mais on se remet en marche pour avoir pas mal de bandes dessinées à chroniquer tout au long des prochaines semaines. Et en général, vu que l'été, il y a un peu de calme par moment, on espère que ça permettra de rattraper le retard. Donc là, il y a des titres qui sont sortis généralement ce début d'année, au printemps, on va dire, et puis on ira vers les sorties plus estivales au fur et à mesure. Mais n'hésitez pas à nous faire vos retours et à partager les émissions, les soutenir, et à nous dire si vous voulez plus de Back Issues, pour que aussi on puisse se motiver, parce que la motivation, c'est aussi une énergie renouvelable qui est plutôt intéressante, et qu'on a bien envie d'avoir de temps en temps pour se motiver aussi un peu à faire ces émissions. Corentin, oui. On commence tout de suite avec certainement ce qui sera l'un des grands albums de bande dessinée de l'année, qui n'est pas forcément du comics, mais on en parle quand même parce que c'est le label 619, et vous savez à quel point on aime beaucoup ce qui se fait au label 619. On va commencer par lui? Oui, on commence par lui, parce que c'est sur le déroulé de notre du podcast. Je savais pas que c'était à ce point-là organisé. Sur le document en commun que nous avons, Corentin, que tu es censé avoir. Je l'ai pas sous les yeux, là, c'est toi qui as l'ordi. Que tu es censé consulter, parce qu'il est en ligne. Le principe, c'est que c'est en ligne, donc tu peux le consulter. Bon, ça va? Avant de faire l'émission. Enfin, c'est pas possible, quand même. Bref, je voulais parler de Frontier de Guillaume Singelin, l'auteur de PTSD, le dessinateur de Loba Loca avec Run. Donc, revient cette fois en solo de nouveau, quelques années après PTSD, pour un album de science-fiction que moi j'aime à appeler sous forme de tranche de vie spatiale, dans lequel on suit 3 personnages qui vont vivre leurs aventures, qui vont avoir leur propre cheminement personnel dans un monde où l'humanité, en tout cas une humanité, puisqu'on n'est pas dans notre système solaire, se livre tout simplement à l'exploitation des ressources naturelles en dehors de la planète Terre. Donc forcément, il y a un écho aussi écologiste d'ailleurs qui se rapporte à des thématiques sociétales très actuelles, mais on n'est pas non plus dans la contemplation post-apocalyptique de Carbone et Silicium, puisqu'on a un message plutôt optimiste. Bref, moi je vais pas en parler plus que ça encore, puisque j'ai déjà pu en discuter avec l'intéressé, avec l'auteur Guillaume Singelin, dans deux podcasts Super Friends que je vous invite à découvrir, puisqu'on parle vraiment de tout. D'ailleurs, la première émission, on l'avait même faite au moment où la BD n'était pas encore achevée, pour parler plus du cheminement et des interrogations de l'auteur au cours du processus créatif. Mais donc, Corentin, toi, tu l'as lu? Oui. Tu l'as lu, c'était sorti fin avril, non, c'était le 12 avril, je crois, si je me rappelle bien, que c'était sorti. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire de cette bande dessinée, Corentin? Déjà, avant toute chose, en préambule, moi, je n'ai pas écouté les 2 podcasts, justement, pour ne pas pour pas être influencé. Et ça, c'est très bien, je t'en remercie. Jusqu'à ce qu'on finisse par en parler. Alors, je pense pas mettre cette avis sur papier, parce que ce serait intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire, en fait, ça qui est bien. Évidemment, la comparaison, voilà, il n'est pas forcément à faire avec Carbone et Silicium, plutôt avec Shangri-La. D'ailleurs, oui, c'est pour moi. J'avais dit aussi que c'était un peu l'anti-Shangri-La, d'ailleurs, dans des podcasts. L'anti-Shangri-La, ou la réponse de Blackie, enfin de Singelin, à effectivement Babelais, puisque il y a quand même une école, qu'on le veuille ou non, 619, pas forcément une école graphique, évidemment, quoique on pourrait en discuter, mais il y a, on va dire, des lieutenants ou des courants, des versants artistiques à la création 619. Et voilà, par exemple, le fait que c'est tous des fans de jeux vidéo, là, ça se ressent.
Tu vois, on sent effectivement des influences très vidéoludiques, on sent des designs qui font très world building de jeux vidéo, on sent tout le travail qu'a pu faire justement Singelin sur cette partie-là, on va dire des choses. On sent aussi, voilà, donc une réflexion qui cadre avec Shangri-La et avec Babelais en général sur effectivement la façon dont l'humanité se comporte, à la fois au présent et dans un futur potentiel, si on suit justement les logiques de la science-fiction habituelle, c'est-à-dire l'exploration des étoiles, le développement de mécanique robotique, de prothèses, et voilà, évidemment, donc l'exploitation des ressources. Donc de quoi ça parle? Alors, donc les 3 personnages en question, il y a Jisoo, tu me dis si je dis une bêtise parce que je l'ai lu. Jisoo, oui. Jisoo, donc qui est donc une scientifique qui travaille sur un projet de sonde spatiale dont le but serait de faire de l'archéologie dans l'espace, donc de comprendre un petit peu quelles sont les origines de l'univers, quels sont les grands secrets en fait que le cosmos n'a pas encore révélé. On a Kamina, qui est une mercenaire qui bosse en fait pour des factions X ou Y de développement minière, où en fait dans l'espace, vu que il y a beaucoup de zones de non-droit dans l'espace, vu que ça n'a pas forcément été très très régulier, tu peux envoyer un petit commando de petits personnages tout mignons à calage qui vont hijacker, c'est ça, qui vont hijacker en fait tes bâtiments, tes vaisseaux et donc in fine tes ressources. Voilà, et il y a Alex, donc qui est le 3e, qui est lui un employé d'une colonie spatiale minière, qui mine des astéroïdes en l'occurrence, voilà, qui va croiser la route de Jisoo, et lui qui est ce qu'on appelle un spatial, c'est-à-dire c'est ça, un spatial, voilà. Donc un mec qui est né dans l'espace, ses parents sont nés dans l'espace, il a perdu tout lien avec l'idée de vivre sur une planète gravitationnelle classique. Et donc effectivement, alors au départ, on s'intéresse plutôt à Jisoo et à Kamina, puis Alex arrive, on comprend qu'en fait, ces 3 personnages qui sont pas à leur place dans la grande organisation qui a été faite par l'humanité de la conquête des étoiles. Donc ça brasse beaucoup de sujets. Ça brasse déjà le capitalisme, évidemment, qui est au premier plan dès le début. On t'explique que la société de Jisoo va être rachetée par un consortium énergétique qui veut en fait se servir du projet Indy, donc de sa sonde galactique pour en fait chercher des minerais intéressants dans l'espace. On parle de l'exploitation du lithium aussi pour faire les batteries. On parle donc effectivement de la marchandisation des armes, enfin des corps armés qui effectivement servent de bras vengeurs, enfin de bras de conquête pour les corporations. Et que c'est juste un taf quoi pour. Tout à fait. On parle du salariat évidemment du coup dans la colonie minière. On parle de beaucoup de choses. On parle de post-société aussi, de société autogérée, d'une espèce de ZAD de l'espace par exemple, qui est un truc où là pour le coup je pense que Babelais n'aurait peut-être pas été, parce qu'il y a effectivement beaucoup plus d'optimisme sur l'idée qu'en fait ces 3 personnages-là, en se croisant, vont comprendre qu'ils ont besoin les uns des autres, que c'est dans le collectif qu'ils trouvent leur force, qu'ils ont tous leurs obsessions et leurs points de chute personnels, qu'ils peuvent pas forcément échapper à qui ils sont non plus, et que dans l'espèce d'immense planisphère cosmique, c'est compliqué de trouver sa place, c'est compliqué de trouver justement où est-ce que tu vas finir, où est-ce que tu peux finir, est-ce que tu peux finir quelque part. Donc voilà, c'est pour moi une très grande bande dessinée, parce qu'elle cadre avec beaucoup de choses que j'aime dans la science-fiction en général, mais aussi avec simplement des questionnements qu'on a, je pense, tous au quotidien, selon son bord politique, même pas forcément, enfin je pense que même si vous êtes pas un écologiste alarmé ou même pas forcément très centraux sur ces sujets-là, il y a quand même des trucs qui sonnent très vrais, qui sonnent très sincères et qui peuvent limite soit vous ouvrir les yeux, soit vous parler à d'autres points de détail et tout. Genre c'est vrai qu'en le lisant, tu vois, il y a la première scène d'action où on voit Kamina avec son équipage qui vont aborder une navette. Je pensais à République justement qui aime bien le terme tactical. Ouais, de ouf. Hein. Les soldats voilà, etc. Un soldat science-fiction. Mais clairement, Kamina, ça a été pensé pour lui, quoi. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, moi, je disais, c'est pas tactical, c'est tacticute. Parce que tu vois, ils sont tous trop mignons, ils ont ce petit design chibi. Et en même temps, bah, ça reste des bonhommes patates, ouais. Mais en même temps, il y a toujours ce design très rond, très rondouillé, avec ses petits yeux en amande, qui fait la force de Singelin. C'est que c'est un mec qui a complètement transcendé, en fait, ce qu'on pourrait qualifier de dessin pour enfants, enfin, de dessin de BD d'enfants, en fait, pour en faire des histoires assez sérieuses. On se rappelle de Monsieur Sato, par exemple, qui était déjà une évolution graphique pour lui, mais c'est ça, c'est qu'il expérimente quand même, parce que le dessin de Frontier est pas vraiment le même que pour PTSD, donc c'est pas du tout le même que pour Monsieur Sato. Il y a peut-être un tronc commun, mais tu vois qu'il essaye vraiment de rechercher, de se réinventer, en tout cas, de pas s'ennuyer lui-même, hein, de toute façon, dans la partie artistique. Ouais, mais je me souviens d'ailleurs, mais je reviens encore une fois furtivement à Babelais quand on l'avait vu à Angougou, qui nous parlait justement de son prochain projet et qui disait qu'il se mettait une plus grosse pression parce que justement quand il voyait ce qu'avait fait Singelin sur Sato et ce qu'il faisait sur Frontier, en fait, il y avait cette envie encore de se dépasser et tout. Et là, effectivement, graphiquement, c'est probablement son plus bel album pour moi parce que c'est d'une générosité
folle dans l'usage des cases, dans l'usage des décors, la densité de personnages à l'écran, la densité d'éléments qu'il a créés, que ce soit les vaisseaux, les armes, les costumes, le système même d'habitation. Ouais, le décor aussi, ouais. Et tu sens en fait des choses qui sont dites par le dessin, qui sont pas forcément dites par le texte. Tu vois la façon dont les humains justement vivent dans la colonie, où en fait il a vraiment réfléchi, c'est tel étage qui fait ça, tel étage qui fait ça. Tu vois un rythme un peu métro boulot dodo. Tu vois les espèces de petites luttes sociales qui se font au quotidien. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est les couches, les chambres en fait dans lesquelles ils habitent, qui sont absolument minuscules, et tout leur univers, en fait, toute leur intimité personnelle. C'est une ruche, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Tient dans ce principe de ruche. Ou une fourmilière, remarque. Et qui lui-même justement te dit beaucoup de choses par rapport à ce qu'on pourrait voir comme l'extrapolation ultime du capitalisme, où juste tu vis à ton travail, tu dors dans des tout petits espaces. C'est l'organisation même des abeilles aussi, avec les ouvrières, ouais. les trucs. Enfin, et à côté de ça, voilà, Jizo qui passe pour une sorte de compromis entre la désespérance de réaliser que tu pourras pas toper le système, parce que le système est système, c'est le principe, mais en même temps que tu peux essayer de faire ce que tu peux pour l'améliorer, essayer de partager ton point de vue. Et voilà, enfin il y a plein de trucs qui sont géniaux, l'utilisation par exemple du petit singe Goku aussi, qui est juste adorable, et qui nous rappelle le tout de PTSD par exemple. C'est la mascotte, hein. Voilà, et plein de choses en fait. Enfin, c'est vraiment très épais. Il y a beaucoup de trucs vraiment que tu peux trouver dans le parcours de Alex par exemple, dans le parcours pareil de Kamina, son espèce de revirement par rapport à la compréhension de ce qu'elle est. Même je trouvais des petits hommages. Après il y a des hommages qui sont disséminés un peu partout, mais par exemple tu vois à Kojima ou ce côté un peu. Alors en fait j'ai pas écouté de podcast. C'est pour ça, oui, non, bien sûr, on parle de Death Stranding. Hein, oui. Voilà, Death Stranding. Mais même c'est le côté dans tous les jeux Kojima, un personnage perd une main. Tu vois, là effectivement Kamina qui veut pas retrouver sa papate. Il y a ça aussi. Même des noms comme Goku, voilà, effectivement Goku pour un singe, Ikaruga pour un des pilotes de l'espace. Voilà, c'est les références sont assez évidentes. C'est très dynamique, c'est très recherché, c'est très bien découpé, c'est très expressif, et c'est d'ailleurs amusant parce qu'ils ont quand même tous la même bouille, mais avec des petits détails, il arrive à leur mettre une expressivité folle en fait, où tu vois vraiment quand ils souffrent, tu vois quand ils sont en colère, et ça peut paraître très simple au premier abord, mais quand tu rentres dans les nuances justement des dialogues et de ce qu'ils ressentent à tel ou tel moment, même t'as des, et c'est là j'y reviens au côté un peu école 619, t'as toujours cette espèce de force dans toutes les BD de cette production là, où quand les personnages regardent les étoiles, tu vois, où ils regardent tous vers le ciel, vers une espèce d'ailleurs qui est magnifique, qui est inaccessible, et qu'en même temps quand tu t'en approches, tu te dis que du coup c'est pas bien, mais en même temps ça reste un rêve, tu vois, ça reste le rêve du voyage, ça reste le rêve de la découverte et tout. La palette de couleurs aussi qui est pareil merveilleuse, et qui justement peut-être là tranche un peu plus avec ce qu'on a pu voir jusqu'ici de Singelin. Enfin c'est beaucoup de bleu, beaucoup de jaune, un peu de vert, un peu parfois de rouge, enfin de rouge un peu léger, qui rendent ce monde très attrayant, très chatoyant même. La partie où ils sont sur la planète, un peu où ils s'écrasent sur la planète par exemple, qui justement fait d'être très Death Stranding, tu vois, c'est la promenade littéralement dans un environnement hostile qui parfois va être très gris. La scène de bataille va être très grise par exemple, la scène de tiraillette va être très grise, mais le reste, tu vois, quand ils se baignent et tout, enfin c'est, je déteste le terme ode à la nature parce que ça veut tout dire et ça veut rien dire, tu vois, mais effectivement là il y a vraiment ce côté, on a envie de se promener dans ce petit monde là, on a envie effectivement de voir toutes les couches qu'il a superposées, à la fois dans la mécanique sociale qui est très grinçante, qui est très consciente même de ce qu'elle fait, et encore une fois c'est toujours assez maestro en fait de voir ces petits personnages très chibi qui interagissent dans un monde qui est à ce point semblable au nôtre en fait, où en fait voilà, tous les jours tu ouvres les volets et tu t'aperçois que le capitalisme gagne du terrain et que tu peux pas faire grand chose pour l'en empêcher, sinon essayer de rêver à un ailleurs, sinon essayer de pour la solidarité, de lutter à ton niveau et tout. Et là t'as le même sentiment en fait un peu d'échec, mais t'as aussi quelque part envie de réaliser tout ce que les progrès scientifiques de ce monde-là permettent de merveilleux, tu vois. Et effectivement, quand tu vois le point de vue de Alex sur le fait que lui, il est pas né sur Terre, il a un rapport très différent au réel, même simplement à la communauté et au fait de pas vouloir s'implanter, tu vois, c'est déjà quelque chose d'assez fort. Et qu'en fait, il a complètement adhéré, lui, à cette espèce de pensée que tu vis dans une ruche et que tu voles en permanence et compagnie. C'est déjà une idée que c'est super forte à faire passer avec juste des dessins et des mots, tu vois, parce que c'est un truc que tu peux... Moi, j'arrive pas à me l'expliquer, par exemple. Le côté, la colonie du futur, etc., où tu passes ta vie loin de cette espèce de noyau central qui était la Terre au départ, surtout qui réfléchit en philosophie et tout. Il y a beaucoup de mecs qui disent que tu finis par péter un câble. C'est vraiment un syndrome pour ça. Ou les astronautes qui réagissent pas bien à l'isolement, justement, par rapport à la Terre, qui deviennent fous et tout. Pareil pour les plongeurs aussi. Mais donc, bref, dans les scènes d'action, pareil, toujours ce petit côté, ce petit côté flingue, ce petit côté dynamique, ce petit côté violent aussi, qui tranche bien et qui crée un vrai contraste. Donc, je pourrais en parler pendant très longtemps, en fait, mais effectivement, à quoi bon, puisque vous avez le résumé de Singelin et d'Arnaud qui vont
vraiment au cœur des choses. Moi, mon avis de critique professionnelle, le LOL, c'est achetez-le. Enfin, achetez-le, lisez-le. C'est ce qu'on peut rajouter ici quand même, c'est un très bel album avec une très belle fabrication, une très belle taille, une bonne épaisseur de planche qui est proposée à un prix anormalement bas, je trouve. Quand on lit du comics tous les mois et qu'on sait ce qu'on paierait pour une édition de cette qualité ou de cette taille ou de cette pagination chez les Big Two, tu te dis oui, non, là il y a vraiment qu'une boîte qui propose ça, comme elle le proposait pour Carbone et Silicium déjà d'ailleurs. Comme elle le fait depuis le début. Donc ouais, non, moi c'était vraiment un coup de cœur. Je regrette de pas avoir été plus disponible au PFF pour en parler un peu avec Monsieur Singelin ou avoir pu obtenir ma petite griffe. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais donc ouais, enfin ça reste pour moi effectivement, et je sais que du coup je dis beaucoup le nom de Babelais parce que ça reste mon préféré chez 619. Moi je suis un grand pessimiste, du coup j'adhère beaucoup plus à ce qu'il fait lui. En général, j'adore évidemment Singelin aussi, mais je trouve qu'effectivement les deux Shangri-La et Frontières, pour moi, ferait un très bon double feature si on faisait des double features de bande dessinée. Tu vois, c'est vraiment une sorte d'alpha et d'oméga de ce que tu peux, de comment tu peux faire une histoire de science-fiction qui soit extrêmement pertinente politiquement, socialement, ou même par rapport à ton rapport individuel à la réalité et à la fiction, mais dans deux axes différents. L'un qui dit, de toute façon, l'humanité, c'est bon, c'est nous, on s'en aperçoit, c'est nous qui avons permis tout ça, l'effondrement de la nature, la cruauté, etc. Et l'autre qui te dit à l'inverse, oui, c'est vrai, mais en même temps, ça veut pas dire qu'on est tous des enfoirés et que que tout est espoir est perdu. Et du coup, c'est à chacun de se situer entre les deux, mais il faut lire les deux, évidemment. Et vraiment, enfin, moi, limite, j'aurais envie d'un petit jeu vidéo là-dedans, tu vois, parce que je trouve que le monde a vraiment été bien pensé, très riche, et même si on l'explore abondamment, t'as envie quand même, de te promener, t'as envie d'aller voir ce qui se passe sur place, de serrer la paluche à ces petits bonhommes et ces petites bonnes femmes. Donc ouais, grave cool, vraiment très gros délire. Je ferais bien une petite bande son aussi d'ailleurs, si je sais pas si c'est prévu, mais s'ils veulent faire une petite bande son pour Frontier, moi je suis content aussi. Je crois pas que ce soit prévu. Ou un petit film d'animation aussi, ce serait pas mal. Bref, voilà, donc merci Monsieur Singelin, lisez Frontière, et voilà. C'est marrant parce que t'as quand même cette lecture toujours très politique au final, où que tu regardes beaucoup les thématiques derrière, alors que je trouve que même aussi ce qui est bien avec cet album, c'est qu'en termes de pure narration auprès des personnages, en fait, c'est que tu vois 3 personnages, t'es vraiment à leur côté. Je trouve qu'en termes de caractérisation, c'est vraiment hyper bien fichu, et qu'au final, c'est presque juste, tu te places à un instant de leur vie, tu les quittes à un autre instant de leur vie. Il n'y a pas forcément de but, il y a pas, tu vois, il y a pas un enjeu. Oui, c'est ça, mais cette tranche de vie dans l'espace, comme ultra fort, et tu les quittes en étant content d'avoir vécu à leur côté. Et pour moi, c'est vraiment même dans les dialogues même des dernières planches où c'est un truc genre au revoir les gars, c'était sympa d'avoir été avec vous. Et c'est limite toi-même en fait, toi-même qui te dit la même chose en fait avec les personnages de fiction quoi. Et après j'ai une autre lecture aussi plus personnelle sur le fait que pour moi c'est aussi une histoire de rupture clairement par rapport au sort d'Alex qui doit apprendre un peu à la dure que parfois t'es pas fait pour un environnement ou pour quelqu'un, ou t'es pas fait pour être dans une certaine situation, et qu'il faut quand même savoir juste être content d'avoir pu profiter d'une personne ou d'un état ou d'un moment, et pareil dans les deux sens, où c'est une façon positive en fait de voir les choses qui est quand même en opposition assez forte avec ma façon d'appréhender le quotidien en général, et qui pour le coup je trouve fait du bien en fait à lire aussi. Non, mais il y a très clairement un manque de la famille recomposée, et effectivement ce côté tu te perds sans jamais te perdre parce que t'as été avec quelqu'un, et que même si ce quelqu'un n'est plus là, il reste avec toi et tout, et justement ce regard croisé qui clôt l'album à travers l'espace est encore une fois très très beau, hein, évidemment. Après moi je projette une lecture par rapport au thème, on va dire. Mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est d'abord une aventure humaine, c'est d'abord le voyage de quelques personnages qui se rencontrent et qui vont passer d'un lieu à un autre, essayer de trouver un équilibre à tel ou tel endroit. Mais moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé, c'est plus, je te dis, le world building qu'il fait autour de ça, et la quantité impressionnante de détails et de trouvailles et de sentiments justement de bien-être à être dans cet univers où tu te dis que c'est pas normal que ça parte en couille à ce point-là. Et justement, quand ils arrivent dans l'espèce de zone à défendre, on va dire, de colonie un peu autogérée, quand ils arrivent dans la serre, tu vois, c'est pareil. Moi, c'est des moments qui m'émeuvent beaucoup parce que probablement que moi, j'ai une lecture politique sur tout, en fait, ce qu'on traite en général, tu vois. Bien sûr. Mais surtout quand ça parle de science-fiction.
Mais tu vois, c'est les trucs où tu te dis, voilà, c'est aussi aux artistes de nous faire rêver, de nous faire croire à cet ailleurs possible et tout. Et ça marche du feu de Dieu, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je vais pouvoir écouter le podcast, savoir si j'ai dit de la grosse merde. C'est ça. Non, t'as rarement une lecture erronée des choses. Donc, de toute façon, et puis de toute façon, chacun a son propre avis, quoi. Oui, bien sûr. Donc, il y a un membre caché dans ce podcast. Ouais, non, c'est pour ça que je comprenais pas d'où venait ce son, c'est pour ça que je me suis arrêté. C'est la recherche Google. J'ai appuyé sur un mauvais bouton. Pardon, je disais juste que c'était disponible au label 619, donc chez les éditions Rue de Sèvres, pour le prix de 21,90 €. Là, forcément, encore une fois, c'est assez imbattable en termes de qualité de fab. Pas des tomates ou du prix rapport quantité machin, etc. Mais là, pour ce prix-là, quand même. Ouais, c'est un bel album. Hein. Vous pouvez au moins être curieux. C'est un très bel album. Allez, Corentin. Oh, pardon. On continue. Oui, un petit. Un petit ersatz de hockey qui s'invite comme ça. Non, on va continuer avec un album sur lequel je suis en total conflit d'intérêt, mais que j'avais quand même envie d'avoir ton avis, puisque tu ne connaissais pas cette série. Je voulais vraiment ton avis honnête là-dessus. Sur un titre d'horreur qui s'appelle Colder. Donc c'est un omnibus qui est sorti chez Comics Initiative au mois de mars. Alors donc si je dis que je suis en total conflit d'intérêt, parce que j'ai eu le plaisir de traduire cette bande dessinée. C'est ma 3e traduction, je crois. Billionaire Island, Big Girls, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Et Colder, merci. Mais si je peux dire un truc, Arnaud me parle de Colder depuis, j'ai encore les screens, je pense. Oui, et puis de toute façon, voilà. Et puis il y a toujours le TPB, enfin l'omnibus VO qui est toujours dans ma bibliothèque. Donc voilà, parce que moi, en fait, Colder, j'avais vu notamment la couverture d'un des numéros de la 2e mini-série, parce que donc il y a 3 mini-séries en tout dedans. Donc pour 15 numéros, et en fait t'as une couverture où t'as un monsieur en fait dont le visage est formé de mains et de doigts, et en fait j'avais été tombé sur ce single issues à l'époque en 2013, et je l'avais pris direct, quoi. C'est comme ça que j'ai découvert. Oui, il y avait des doigts à la place du visage. C'est ça, voilà, j'ai fait putain, c'est quoi ce truc de horrible, quoi, et ça m'a attiré, et puis en fait c'est comme ça que j'ai découvert Juan Ferreira, que voilà, dont vous connaissez, voilà, qu'on avait invité sur First Print. Donc vous savez techniquement sur Comics Blog. Oui, pardon, sur Comics Blog. Donc vous savez que Colder, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Donc effectivement, quand on m'a proposé parmi les différents titres qui allaient venir chez Comics Initiative, parce que on me proposait si jamais si je voulais traduire quelque chose, j'ai vu qu'il y avait Colder, j'ai fait ça, je saute dessus à pieds joints direct. T'es sûr, parce que c'est quand même 4 sur les BD. Hein, non, je sais. Parce que c'est quand même plus de 400 pages de BD, et en plus il y a des nouvelles aussi, donc c'est un autre exercice pour moi. Mais voilà, c'est vraiment un bouquin que je kiffais depuis de très nombreuses années, donc ça a été vraiment un plaisir là-dessus, même si je suis conscient que c'est pas une BD qui est parfaite forcément sur le plan narratif. Alors je vais laisser quand même Corentin nous présenter le projet et nous dire ce qu'il en a pensé. Moi j'imagine que je réagirai peut-être sur 2-3 points. Ouais, voilà. N'hésite pas à me corriger sur les noms d'ailleurs aussi. Donc le héros c'est déjà Ethan. Ouais. Donc c'est l'histoire, effectivement, c'est donc une histoire d'horreur. C'est l'histoire donc ça commence sur un asile où beaucoup de gens prennent feu, voilà, sans explication. Beaucoup de patients d'un hôpital pour personnes qui souffrent de troubles mentaux prennent feu. À l'exception d'un personnage qui a l'air catatonique, qui arpente la pièce d'un air un peu vide, et il voit sous ses yeux s'ouvrir un portail duquel sort un personnage qui fait un peu personnage de cirque façon grotesque, on va dire. Et qui s'appelle pas Ethan, c'était Declan. Declan, pardon, ouais. Et qui lui dit, tu vas devenir plus froid. Voilà. Flash forward de plusieurs décennies, parce qu'on ne sait pas exactement à quelle époque ça se passe à ce moment-là. Flash forward de plusieurs décennies, et on tombe sur une infirmière qui s'appelle Rhys, qui travaille donc pareil dans un centre pour personnes atteintes de troubles mentaux, et qui a récupéré ce personnage-là de Declan, qui est encore en vie apparemment, et dont la particularité biologique est que son corps se refroidit d'année en année. Et qui, pareil, est resté catatonique, il ne bouge pas, il ne dit rien. Et donc elle prend soin d'elle et elle t'explique que c'est plus ou moins... qu'il est très robotique, en fait. Il va aux toilettes, il se lave, etc. Mais par contre, il parle jamais, il bouffe pas non plus, enfin voilà. Et alors en parallèle de ça, le personnage qui sortait du portail, qui s'appelait donc Jack Nimble. Nimble Jack, pardon. Apparaît dans le monde réel, les gens ne le voient pas. Et il a l'air de se nourrir un petit peu de l'esprit de gens qui sont justement folles, en mettant le terme que vous voulez derrière. On comprend très vite que tout ça nous mène en fait à une sorte de monde parallèle où la folie se matérialise et donne naissance à des êtres surnaturels qui sont des monstres en vérité, que Declan est lié à tout ça par un passé qu'on ne connaît pas encore,
que bah du coup au cours de l'aventure Rhys va tomber amoureuse de lui, c'est pas un spoiler de le dire parce que l'album est assez long et c'est quand même un élément assez fédérateur, et que bah différentes créatures vont arriver et essayer de s'en prendre à lui, à eux-mêmes, à leur couple, ce qui va être l'objet de différents allers-retours entre le monde réel et le monde de la folie, et de créer un bestiaire très riche, très imagé, très très détaillé même pour Juan Ferreira, qui est donc un champion de créateur de créatures monstrueuses. Alors, si je dois donner mon avis, effectivement, le scénario est pas parfait. La plus mauvaise histoire, c'est la première, la deuxième, c'est la meilleure. Parce que la première, justement, qui étouffe sous le poids de son exposition. C'est que, on sent que Paul Tobin, il a en fait une idée, il a envie qu'elle aille loin, mais il a que 5 numéros, et il a envie qu'elle aille vite, donc du coup, il fait beaucoup de courses-poursuites, il fait beaucoup de, je t'explique, mais en fait, je sais pas tout moi-même, mais je t'explique ce que je sais, et tu sais pas comment il le sait. Et le problème aussi, c'est que, bah, il construit ses albums comme des films d'horreur des années 90 avec des boogeyman. C'est-à-dire que, on sait qu'en fait, à la fin, l'idée, c'est de vaincre le boogeyman. Et pour ça, normalement, il faut créer des règles. Tu vois, par exemple, quand en Terminator 2, on t'explique qu'il est fait en azote liquide, enfin, en métal liquide, donc il faut le faire fondre dans la lave, etc. Dans Pennywise, enfin, dans ça, il est revenu, on t'explique qu'il faut des balles en argent pour le tuer, etc. Là, c'est là que ça pêche pour moi, c'est qu'en fait, il y a toujours une résolution aux 3 histoires, mais on sait pas vraiment comment ça fonctionne. C'est, en fait, les règles sont très mal détaillées, on a juste l'impression que Declan a une sorte d'éclair de génie et se dit, bah, c'est comme ça que je vais m'en sortir. Et bah, du coup, tu dis, ouais, très bien. D'accord, ok, j'ai pas compris, mais tant mieux si t'es content. Et donc effectivement, il y a des failles scénaristiques, même on pourrait trouver que Rhys est par exemple écrite un peu comme la nana de film d'horreur très classique pour le coup, qui est sexy, qui est aventureuse et qui est un peu la copine sympa du héros qui tolère. On va dire que c'est juste un malade mental. Ouais, après c'est bon, sexy bof quoi. Ah bah quand même, il y a beaucoup de blagues de cul dans cet album, Arnaud. T'as dû faire gaffe, tu l'as traduit quand même, je trouve. Oui, non, il y a des, ouais, mais parce ils passent quand même leur temps à se dire, viens on baise. Oui, dans la deuxième notamment, ils font pas mal de sous-entendus, mais elle est pas dessinée de façon plus sexy, c'est ça que je veux dire, tu vois. Bien sûr. Mais donc du coup, tout ça c'est pas très grave parce qu'en fait, c'est une BD de dessinateur pour moi. Limite le scénario de Tobin est juste une occasion pour Juan Ferreira de créer de la bestiole. Et ça, pour le coup, c'est assez récompensant. Donc, si vous êtes dans cette niche de fans qui aiment l'horreur graphique, façon Hellraiser, on va dire, je manque d'exemples, même un peu Lovecraftienne, on pourrait dire, parce qu'il y a quand même cette idée de l'indicible, de l'invisible et tout. Ouais, et puis tout le monde parallèle, quoi. Ouais, le monde parallèle, même Pennywisienne, parce que quelque part, Nimble-Jack qui crée la folie chez les gens pour ensuite, parce qu'ils deviennent fous, pour s'en nourrir après. Pour s'en nourrir. Un peu comme Pennywise crée la peur chez les enfants pour les bouffer ensuite. Le personnage pour moi qui est le plus intéressant, ça reste quand même Swivel, qui est le deuxième vilain, qui lui a un motif en fait, c'est qu'il n'est fait que de doigts. C'est une sorte d'agriculteur. Il plante des doigts, les doigts poussent et font des créatures étranges. Et son corps n'est constitué que de doigts, son visage devient donc la main qu'Arnaud avait vu sur la couverture. C'est dégueulasse. Il y a vraiment des idées graphiques qui sont mais horribles à regarder. Moi du coup je l'ai lu hier soir parce que du coup on l'a mis au programme et voilà, bah, je voulais le lire parce que je sais qu'Arnaud m'en parle depuis des années et tout. Puis on a fait le podcast. Et du coup, j'étais dans mon jardin avec mon chat, avec ma lampe torche, voilà. Et je lis donc une scène avec une créature, mais horrible, qui est faite que en doigts. Et je suis en mode genre, mais c'est dégueu. Et à côté de ça, il y a un énorme scolopendre qui passe à côté de moi sur le banc. Et qui avait pas, on aurait dit qu'il était fait en doigts aussi. J'ai sursauté, mais genre, je suis rentré, moi, dans cette partie-là à fond parce que justement, Juan Ferreira est un maître, en fait, pour faire de la bête qui te met mal à l'aise. Tu vois, c'est vraiment de la bestiole où pareil, il y en a un qui, dans le premier, on t'explique déjà qu'il y a des espèces de grands anciens dans le monde de la folie où il croise une autre créature qui n'est pas liée à Nimble-Jack et tout, qui elle a un visage qui est fait de 2 mâchoires inversées et qui est fait de chair et d'ossements. Enfin, c'est vraiment sale, quoi. Les gros clébards qui sont faits en main aussi. Ouais. Il y a plein d'idées dans le 3e volume. Le vilain a plutôt un motif de pigeon. Alors, il y a même des petits côtés un peu Hitchcockien par moment. Ou pareil, le motif du pigeon qui sert de trucs vraiment crado et tout. Enfin, il y a plein de super idées visuelles. Juan Ferreira, c'est un artiste peintre, au départ, il fait vraiment de la peinture très expressive. Des visages déformés et tout. Même dans le premier arc, Nimble-Jack, donc la fameuse couverture où il lui met la main dans le visage. Il y a aussi le moment où il sort de la bouche d'un... Ouais. Enfin, il y a vraiment des trucs... Non, il y a des trucs très gore, qui sont mais crado, mais vraiment, et qui peuvent effectivement vous foutre mal à l'aise, donc il faut quand même avoir l'esprit bien accroché pour lire ça. Qui pour moi, du coup, compense largement, en fait, la relative simplicité du scénario. Parce que, au final, quelque part, pour moi, la deuxième histoire emporte la timbale parce que je trouve que Swivel a un vrai thème et c'est là qu'on va explorer en plus le passé de Declan. Ça devient plus épais. Ouais. La troisième, justement, je trouve qu'il aurait peut-être été intéressant de faire une sorte d'anthologie où un nouveau vilain apparaît à chaque fois. Quelque part, il le renouvelle suffisamment bien pour que ça reste neuf, tu vois. Il y a vraiment
des bonnes idées aussi par rapport à l'exploitation de ce qu'est la folie, parce qu'en fait on te dit folie pour te dire il y a beaucoup de jeux de mots par rapport à ça dans le c'est fou, c'est taré, etc. Mais en fait il considère par exemple que l'agoraphobie c'est une forme de folie, et du coup par exemple Nimble-Jack à un moment donné rentre dans la tête d'une nana qui est agoraphobe, et c'est une bonne façon quelque part de présenter justement la peur de l'autre, tu vois, la peur de la foule et tout, où tu vois plein de personnages qui ont des têtes avec juste des gros yeux, enfin c'est assez glaçant. Il y a plein d'idées comme ça qui sont très intéressantes. La paranoïa aussi, par exemple, avec les pigeons, qui est plutôt bien rendue. Donc ouais, en tant que BD d'horreur, ça fait le taf. Dans le sens où ça va vous foutre mal à l'aise, ou ça va vous faire dire, ouais, dis donc, Arnaud Kikou, il a des goûts bizarres quand même. Si avec ça. Et en tant que produit graphique, c'est vraiment une franche réussite. Ça m'étonne pas d'ailleurs que Juan Ferreira s'était amusé à faire des dessins d'enfants, enfin à prendre des dessins d'enfants pour en faire des monstres dans Punisher Kill Crew, parce que tu vois qu'il prend un vrai plaisir, lui, à trouver des idées de mise en scène, à trouver des idées de bestiaire, qui rend le truc attrayant. Et au final, quelque part, on finit par s'attacher à Declan, à son côté connard, en fait, qui aime bien justement rendre l'appareil au monstre du monde fou. Son histoire d'amour avec Riz, elle marche pas trop mal, parce qu'en fait, tu vois que c'est très années 90 dans l'écriture. C'est vraiment, en fait, tout est bizarre, mais on l'accepte parce que on se rend compte qu'on est dans une histoire, en fait. Tu vois, il y a pas ce côté, ouais, mais attends, dans la vraie vie, ce serait quand même bizarre, tu vois. Donc moi, ça fonctionne assez bien. Je trouve ça un peu dommage que ça se termine comme ça. Limite, j'aurais pu prendre, tu vois, je te dis, un format anthologique avec d'autres vilains du monde fou qui pourraient apparaître régulièrement. Alors ça, non, c'est le monde affamé. Ça serait un peu rébarbatif. Hein, c'est le monde affamé, pardon, le monde affamé de Hungry World. Voilà. Effectivement. Donc ouais, non, c'est une bonne lecture. Je suis pas un grand spécialiste plutôt de BD d'horreur, donc j'aurais du mal à vous trouver des comparatifs qui pourraient vous parler. Mais si effectivement vous êtes fan de cette case du cinéma d'horreur des boogeymen, si vous êtes fan de la case des monstres dégueux, je sais qu'il y a un film comme ça, c'était Judith qui avait posté un gif d'un film récemment, où tu sais, t'avais une sorte de bête qui ressemblait à un cerf, et qui avait des espèces de défenses qui étaient faites en jambes humaines, et ces bois c'était des mains. C'est The Ritual. Voilà, ça c'est... Ce film il est incroyable, il est trop bien. Moi je suis vraiment parce qu'il a vraiment une créature comme ça qui voilà, moi je suis très sensible à ce genre de saloperie. C'est vraiment l'idée en fait que tu prends des corps humains et tu les fusionnes pour faire un monstre. Il y avait le court-métrage aussi de voilà, le mec qui a fait Elysium et qui a fait District 9, Neil Blomkamp. Ouais. Voilà, celui qui se passe dans un vaisseau où pareil t'as une créature qui fait que deux mains. Ça me faut pas que tu vois le nouveau Evil Dead. Hein. Oui, peut-être pas. Mais du coup, voilà, ça, c'est pour le coup, si vous êtes comme moi et que ça marche sur vous, ce genre de saloperie, ça va vous mettre des images dans la tête assez crado. Moi, j'ai pas très bien dormi après. Ne lisez pas ça avant de dormir, parce que sinon vous allez vous accrocher à l'idée du pigeon en doigt et ça va pas forcément bien vous rester. Donc, ouais, non, c'est cool. C'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Il y a vraiment de la cruauté et de l'horreur très visuelle. Des mecs qui se font schlass alors qu'ils ont rien demandé. Il y a beaucoup de SDF qui se font tuer, quand même, dans cette BD. Ça, Paul Tobin, je sais pas ce qu'il a, il se dit que tous les clodos c'est des tarés, je sais pas. Mais vraiment, le nombre de pauvres SDF qui se font chlasse, c'est vraiment pas cool. Donc oui, c'est à lire, en tout cas, c'est à feuilleter déjà, pour voir si vous accrochez, mais ça nous rappelle que Ferreira, quand même, qu'on avait découvert d'ailleurs, rappelle-toi toi, du coup, t'avais découvert Colder, mais qu'on avait découvert sur Gotham by Midnight, où il reprenait la suite après Temple Smith, il y avait déjà des créatures, la grande créature. Oui, t'avais les créatures Lovecraftiennes et tout ça, qui étaient dedans. Et moi, je savais quand il avait annoncé dessus, justement, j'étais le seul, du coup, en France, à juste être à sauter de joie à l'époque, parce que, ouais, moi, j'avais lu Colder avant, et je t'ai dit, putain, mais bien sûr qu'il faut mettre Juan Ferreira sur un titre d'horreur dans Gotham City. Hein. C'est très différent de ce qu'il a fait sur Green Arrow, mais ça reste tout aussi exigeant au niveau de la qualité. Franchement, à lire, non. En plus, il y a des références à Camaro dedans, quand même, donc c'est forcément une BD culte en France. Qui me l'a validé, hein. Un jour, les secrets de fabrication d'Arnaud Kikou. Ah bah, je l'ai tenté parce que c'était effectivement, c'est juste une scène où Rhys chante une chanson où les paroles avaient pas grand chose à faire, enfin, n'avaient aucune importance pour les paroles. Je me suis dit, tiens, vas-y, oui, c'est logique qu'un mec quasiment mort-vivant dans les 90 qui est né dans les années temps, il connaisse Camaro, en plus. On s'en branle. Suspension d'incrédulité, frère. C'est vrai. Ça, tu sais, c'est une BD qui sera éditée comme ça pour le marché français. Il y a que tu peux placer des rêves parce que c'est même si c'est anachronique. Non, puis c'est marrant, c'est notre tradition en France, tu vois. Ça. Comme le Cul survivant. Mais du coup, voilà, ça m'a donné envie de relire un peu de Juan Ferreira parce que j'ai un peu perdu de vue sa carrière récemment. Et limite, je dis, moi, s'il veut refaire un truc avec Tobin, donc la conclusion est assez nette, assez franche, mais il y a des idées que je pense que tu pourrais pousser encore pour une suite. Oui, puis parce qu'il y a tout un pan de l'univers de toute façon qui a pas encore été exploré, quoi. Donc c'est ça. Mais c'est vrai que
que moi je trouvais que c'était un peu lourd parfois dans les dialogues, quoi, clairement, où je trouvais notamment au début où Rhys lui fait que lui poser des questions, où il répond pas vraiment, où il lui dit je vais t'expliquer, mais je vais t'expliquer, et ça patine un petit peu. L'exposition, c'est un peu la première série. Ouais, c'est ça. Et Nimble Jack aussi qui fait très Joker. Bah, c'est un Joker, hein. Ouais, c'est un Joker, hein, quand même. Mais il a ce côté, l'humain c'est de la bouffe, tu vois, qui rend le truc plus. Ça c'était dur par contre parce que dans le texte en VO, il y a beaucoup de tournures de phrases sur le repas, sur les termes du repas, de la table et tout ça. Et ça c'était pas évident de trouver des tournures de phrases qui fonctionnent à chaque fois par rapport à l'anglais, quoi. Donc voilà. Très merci Arnaud pour ce truc. Mais donc voilà, et donc c'est disponible en librairie pour ceux qui l'ont. Alors faut voir parce que c'est un tirage unique chez Comics Initiative, donc faut voir quelles sont les librairies qui l'ont commandé, et ça a un coût quand même parce que c'est un gros pavasse de 400 pages et quelques, avec aussi donc 3 nouvelles qui sont traduites que j'ai traduites à l'intérieur. C'est quand même 45 balles, donc voilà, c'est aussi un prix conséquent, mais après c'est un gros pavé de 400. C'est 15 numéros. C'est 15 numéros. Ouais, non, mais c'est 500 pages et quelques, donc je trouve pas ça. Et moi, j'aurais bien aimé qu'ils le mettent à 40. Je pense que 40, ça, psychologiquement, ça passait nickel, vu l'objet que c'est, tu vois. Là, je trouve que c'est 5 euros qui vont sûrement, j'imagine, faire réfléchir des gens avant achat. Mais ceci dit, toi justement qui a des parts dedans entre guillemets, j'ai 0 part dedans. Non, mais je pense que tu vois, c'est typiquement le genre de truc qu'il faut mettre entre les mains de youtubeurs spécialisés horreur, tu vois, parce que là pour le coup il y a vraiment un fandom bestiole dégueu, qui je pense pourrait vraiment, parce qu'en fait on parle très peu de la BD d'horreur généreuse, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres titres dans ce cas-là, tu vois, parce qu'en BD tu peux faire ce que tu veux, tu vois, donc à mon avis ça pourrait parler à probablement même des gens qui nous écoutent qui sont dans cette espèce de truc bizarre comme toi, mais à mon avis tu vois, je pense que c'est un truc qui serait pas compliqué à mettre entre les mains de fans français. De fans d'horreur, ouais. Ok. À réfléchir, tu parlais de Judith avant, je me dis, ça peut être peut-être l'occasion de lui prêter, voir si ça l'intéresse, quoi. Ouais. Je sais pas. À voir. En tout cas, c'est disponible en librairie, et on passe à la suite. Du côté des Tortues Ninja, Corentin, je te laisse la parole un petit peu pour nous faire quand même le point sur le Shredder in Hell, quand même, une sortie qui était très attendue en France, qui est un peu un point d'orgue très important du run de Tom Waltz, mais qui est là en fait est écrit et illustré par Matteo Santoluco, l'un des artistes fétiches de la licence Tortue Ninja période IDW, et qui nous montre en fait ce qu'il se passe pour Shredder une fois que celui-ci meurt et qu'il va en enfer. C'est littéral, c'est dans le titre, c'est pas un spoiler, et c'est arrivé dans le numéro 50 de la série régulière, donc il y a déjà quelques années, même pour la publication VF de iComics, et à un tome qui se lit forcément un petit peu en complément par contre du tome 19 de la série régulière, qui marque la fin des écrits de Tom Waltz, puisque des événements se répondent. La mort de Shredder, du Shredder a quand même duré un certain temps. Ouais, hein, mine de rien. Donc effectivement, pour rappel, déjà en préambule, Matteo Santoluco, c'est pas juste un dessinateur qui a été mandaté comme ça pour faire les Tortues Ninja. Au départ, quand il a appris qu'il y aurait un reboot en comics, il a candidaté pour devenir le scénariste principal de ce reboot. Et il avait envoyé un projet, et ce projet-là a été mis en concurrence avec celui de Kevin Eastman et de Tom Waltz, puisque on se rappelle que Kevin Eastman a vendu les droits à Tortues Ninja il y a assez longtemps, et donc il n'était pas forcément décisionnaire sur ce qui s'est fait. Mais Santoluco, qui était vraiment intéressé à l'idée de reprendre les Tortues, avait rencontré un éditeur, je me souviens plus du nom malheureusement. En fait, j'avais appris tout ça moi quand on devait l'avoir pour le PFF, finalement ça ne s'est pas fait. Mais voilà, lui était vraiment, il aurait pu être en fait le Tom Waltz moderne si les choses s'étaient goupillées en son sens. Il se trouve qu'évidemment Kevin Eastman a eu la préférence de IDW Publishing parce que c'est Kevin Eastman, et que Tom Waltz est arrivé, et Tom Waltz a fait ce qu'on sait sur les Tortues Ninja. Mais finalement donc il est resté dans la boucle, et étant probablement plus intéressé par la partie ninja, il a fait l'histoire secrète du Foot Clan, une mini en 4 numéros qui revient sur les origines du Shredder, les origines du clan Foot. C'est plus compliqué que ça, mais grosso modo, on va dire que c'est un peu l'alpha. Et effectivement, Shredder in Hell serait l'oméga de sa lecture à lui du Shredder d'Oroku Saki, le premier vilain historique de Tortue Ninja, celui qui est dans tous les films, dans toutes les sagas rebootées au cinéma, etc. Celui, le ninja violet qui parle avec une voix de méchant et qui engueule Bebop et Rocksteady dans le dessin animé. Et c'est intéressant justement Shredder in Hell parce que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que la série Tortue Ninja elle-même de Tom Waltz, peut-être plus que les autres, a développé en fait l'idée qu'il y avait de la mythologie. C'était plus juste des mutants qui, dans un monde où il y avait des aliens aussi, ou des ninjas, c'était aussi un côté bouddhiste. C'était pas juste 4 tortues ramassées par un rat qui était le rat domestique d'un maître ninja, c'était les réincarnations de un maître ninja et de ses 4 fils.
Et donc il y avait un truc beaucoup plus développé par rapport à Tang Shen, un truc beaucoup plus développé par rapport à Rokusaki, qui était un peu comme Daredevil dans Shadowland, prévu pour être l'habitacle d'un dragon, avec Kitsune aussi qui était là pour un peu le manipuler et le pousser à devenir quelqu'un de plus vilain pour pouvoir être digne de devenir le dragon. En même temps, c'était aussi la réincarnation d'un ancien porteur de cette espèce d'âme fracturée. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en mouvement et qui, tu te dis, effectivement, Tortue Ninja, généralement, moi je vois plus 4 reptiles qui se savatent avec un phacochère sur un toit, quoi. Et en fait, c'est plus présent, on va dire, chez Santoluco, et pour moi, c'est celui qui y croit le plus à ça. C'est pour ça que Shredder in Hell, c'est vraiment un truc très intéressant. Donc c'est une catabase, comme on dit en littérature, donc une descente aux enfers, comme Orphée et Eurydice, où il va donc il va explorer qui il était, qui il aurait pu être, qui il va devenir. Voilà, c'est un voyage psychologique, c'est un voyage d'apprentissage, un voyage spirituel même dans la tête du Shredder. Enfin, dans la tête et dans l'enfer du Shredder. Donc il arrive, il va croiser Yamato Yoshi, qui lui dit t'es mon frère, rappelle-toi quand même, voilà, je suis pas juste un rat. Toi et moi on est frères depuis toujours, on est aussi rivaux depuis toujours, mais en vrai maintenant tu commences à apprendre petit à petit que tu n'es pas fait pour être le méchant, que tu veux pas être le produit d'un déterminisme, que tu veux faire ton choix, et en fait tu fais le choix de l'amour. Parce que t'es vraiment amoureux de Kitsune, toi. Donc t'avances là-dedans et tu dis ouais, ok, bien. Après il rencontre du coup son ancien lui, il rencontre son père, il rencontre son maître. On raconte pas tout. Hein. Non mais j'explique en fait, parce que c'est vraiment tous les éléments en fait du voyage spirituel, du voyage d'apprentissage et du retournement classique en fait. Tu vois, c'est un truc qui est vieux comme le cinéma, tu vois, qui est vieux comme la littérature, qui est vieux comme tout. C'est le côté en fait, qu'est-ce qui définit un personnage, qu'est-ce qui définit un être, qu'est-ce qui définit une identité. Et là on a tout en fait, on a tout et on a surtout l'énorme apport mythologique justement. Dans Santoluco qui vraiment je pense probablement peut-être est bouddhiste, je sais pas, mais en tout cas il met vraiment beaucoup d'idées chopées dans le bouddhisme et dans l'hindouisme pour expliquer le principe des réincarnations, le principe de l'âme qui évolue à chaque, un peu comme un jeu vidéo, à chaque passage tu peux faire un progrès ou pas un progrès, ce qui est c'est même assez dense je trouve. C'est super dense, mais moi qui justement me suis un peu intéressé au bouddhisme à une époque, c'est vraiment ça, c'est vraiment en fait ce passage précis de Shredder, il en est au point où quand il va se réincarner la prochaine fois, ce sera la meilleure version de lui-même qu'il a mérité d'être à force de passage, etc. Et donc oui, c'est dense, c'est pas très Tortue Ninja dans l'esprit, hein, c'est vraiment plus, même au niveau du style graphique, c'est des aplats violets, rouges, sang, etc. C'est chargé, c'est dense, t'es en enfer, on te fait comprendre. C'est même assez surréaliste par moments au niveau des apparitions et des combats qui se mènent, et ça se lit en parallèle en plus de City at War, c'est ça? Ouais. Voilà. City War, non? Je sais plus, c'est le City quelque chose, qui est l'arc de fin donc de Vals effectivement sur ou City Fall, je sais plus. Bon, l'arc de fin de Vals entre Tortue Ninja 90 et 100 quoi, grosso modo, et où en fait si tu le lis en comment dirais-je, en zigzag, tu vois qu'à ce moment-là en parallèle ils veulent ressusciter donc Rokusaki, et tu vois effectivement donc beaucoup de choses sur un personnage qui est vieux quoi, puis qui a toujours été écrit comme un vilain. Et du coup c'est vraiment super intéressant, ça c'est bien les comics pour ça. C'est que plus une figure évolue, enfin on la laisse évoluer dans le temps, plus elle se complexifie, plus elle prend de nouvelles orientations, de nouvelles épaisseurs, de nouvelles couches. Et effectivement, moi je pensais pas qu'il y aurait un tel degré d'implication pour un vilain aussi classe. Il est classe le Shredder, hein. Il est éclaté au sol au départ. C'est juste le méchant ninja. Il a une parure, il a ce côté Dark Vador dans le casque et tout. Mais au départ, voilà, c'est le méchant ninja. Alors que là, pour le coup, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Ça va vraiment développer des trucs beaucoup plus harmonieusement par rapport à la saga principale. Il y a de la grandeur, tu vois, il y a de la noblesse, il y a du tragique et tout, qui est plutôt cool et qui nous rappelle encore une fois que les tortues sont quand même très bien traitées par AEW depuis le début. Donc ouais, non, moi c'est un kiff personnel en tant que fan des tortues, parce que encore une fois c'est comme de lire Luthor de Marmero Azzarello si t'es fan de Superman depuis 20 ans et tu t'es tapé le Luthor caricatural, le Luthor je suis un méchant milliardaire, etc. Et d'un coup tu vois un autre niveau, une autre compréhension de ce personnage-là, une autre lecture que t'avais pas vu jusqu'ici, et qui en plus là effectivement voilà donne un côté plus ésotérique qui me limite Vertigo, je trouve, qui est plutôt vraiment bienvenu quoi. Et il y a vraiment une façon de le faire où tu te dis à la fin en fait, si jamais on avait laissé Santoluco aux commandes, ça fait longtemps qu'on aurait quitté New York, ça fait longtemps qu'on aurait quitté tout ce truc là pour faire des batailles cosmiques et tout, parce que visiblement c'est plus ça qui l'intéresse lui. Donc ouais, non, c'était une super lecture. Moi j'étais très content de la découvrir en VO à l'époque. Quelque part c'est bien et pas bien de la sortir justement du narratif croisé qui représente l'arc City at Something. Parce que je pense qu'il faut vraiment lire les deux en entrecoupé, parce que du coup tu vois des interjections de personnages qui vont le voir dans ce monde-là et tu comprends que ça parle avec un autre truc qui a lieu en même temps,
En même temps, c'est vrai que l'arc en question est moins bien dessiné, donc c'est mieux d'avoir Son Toluco au même endroit qui te fait juste son run à lui et sa mitraillette de belles planches et compagnie. Découpages même parfois qui sont ultra bordéliques. Hein. Des fois, il te fait des découpages, tu sens qu'il veut vraiment tout mettre à l'intérieur. Et du coup, t'as des scènes avec le dragon, t'as des scènes qui sont, putain, tu dis, wow, là, je suis un peu perdu. C'est beau, mais du coup, c'est trop, pas trop beau, c'est trop, tu vois. Et du coup, ça sent encore une fois le projet d'artiste, comme on le dit parfois à chaque podcast, enfin, à plusieurs podcasts. Un peu comme peut-être Kaiju Max ou quoi, tu vois, c'est dessinateurs qui ont des idées. Ultra Mega, je pense. Ultra Mega, pardon. Qui ont des idées et qui, du coup, n'hésitent pas à ouvrir à fond les vannes et à faire un truc ultra maximal. Ça, c'est les animés mutants, ça n'a rien à voir. Maximalisation. Donc merci Arnaud pour ce commentaire qui me fait perdre le fil. Donc voilà, c'était mon avis sur Shredder in Hell. De toute façon, j'allais dire lisez-le, ça a pas de sens de le lire si vous avez pas lu tout ce qui est venu avant, ni de lire tout ce qui sort en ce moment. Parce que vous allez juste être super duper, franchement. Oui, non, par contre, si t'as pas lu, non, mais à la limite, si t'as pas lu, les origines du clan Foot, ça sert à rien. Mais même la mort du Shredder, enfin. Bah, tu comprends qu'il est mort, quoi. Oui, mais tu comprends pas pourquoi est-ce qu'il est redevenu pote avec Yamato Yoshi ou. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a plein de trucs qui vont te manquer, quand même. Même si t'as lu que le tome 1 ou 2 ou 3, il va manquer plein de trucs par rapport à la résurrection, par rapport à Tank Shin et tout, enfin bref. Moi, voilà, le conseil serait évidemment de tout lire. Il disait les tortues de IDW, c'est vachement bien. Si vous l'avez pas encore fait et que ce petit avis sporadique vous donne envie, n'hésitez pas. Après, si vous aimez juste la belle BD, Son Toluco, c'est un mec qui fait qui a un trait très dynamique, très détaillé, et qui, encore une fois, voilà, donne un côté plus adulte. Mais enfin, c'est pareil pour Tom Valls. Hein. Après, c'est vrai que les artistes sur les tortues, ils sont en rotation. Il y en a plein qui sont très bons. Mais parfois aussi, tu sens que c'est des artistes de fill-in, c'est moins joli. Son Toluco, il a l'avantage d'être cohérent et consistant dans la qualité. Et voilà, ça te donne envie, effectivement, d'avoir plus souvent du Son Toluco. Peut-être un petit run Son Toluco à côté du run de Campbell. Yes, donc c'est disponible chez iComics pour la somme de 24,95 €. Donc ouais, c'est sorti. C'était sorti en mars aussi également. Ça faisait partie des grosses sorties d'un mois de mars qui était assez chargé, mine de rien. Et donc là, on s'intéresse à un truc plus récent qui est sorti au mois de mai et dont on a reçu l'auteur d'ailleurs dans le podcast également. Batman Beyond the White Knight, la conclusion de la trilogie White Knight de Sean Murphy, même si elle a ses spin-offs et qu'elle continue d'avoir des spin-offs et qui n'est pas dit du tout qu'il n'y a pas un World's Finest White Knight qui se prépare quand même aussi. Ça me paraît un peu évident, on peut pas spoiler la fin. Mais... Ouais, mais disons que dans le podcast d'interview, il a pas confirmé du tout qu'il allait le faire. Donc voilà. Parce qu'il a envie de faire d'autres trucs en parallèle, mais je pense que c'est... Oui, je pense que c'est qu'une question de temps. Mais donc, voilà, après Batman White Knight, qui mettait en interrogation le rôle vraiment, enfin la nécessité d'avoir un Batman dans Gotham City plutôt que d'avoir quelqu'un qui s'en occuperait, on va dire, avec... des politiques publiques, on va dire, des fonds, des sous pour ça, et surtout qu'ils voyaient dans le fait que Batman est un destructeur, en fait, par ses actions et en se plaçant au-dessus de la loi, en fait, il a fait que apporter que des problèmes aux habitants, aux citoyens. Donc c'était une opposition idéologique entre Batman et Jack Napier, donc la version du Joker de cet univers, qui reprend l'alter ego, l'alias du Batman de Tim Burton, et ça se finissait en gros combat à base de contrôle du cerveau par les trucs de l'épouvantail. C'était un petit peu dommage. Curse of the White Knight, à mon sens, c'était une réussite en allant explorer le passé de Gotham City, le passé de la famille Wayne, où on découvrait qu'en fait, les Wayne étaient des usurpateurs d'une vraie famille Wayne, dont la version d'Azrael de cet univers était un descendant qui voulait, pour le coup, être le vengeur. Donc ça, on peut le spoiler, là? Curse of the White Knight est sorti il y a 3 ans, donc ouais, quand même. Ok. S'il te plaît. Non, mais je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui, voilà. Non, mais, et donc, combat aussi de dynastie, hein, vraiment un combat de famille, dans lequel aussi, développement important, Harley Quinn était enceinte et avait des enfants, et, qui se finissait aussi par un Bruce Wayne qui dévoilait qu'il était Batman et croupissait en prison. C'est ça. Et qui faisait don de sa fortune à la mairie de Gotham City. Donc, ensuite, il y a un spin-off sur Harley Quinn qui voit l'évolution de ce personnage, notamment comment ses enfants grandissent. Et puis, qui était très bien, dessiné par Matteo Scalera, qui était vraiment, vraiment très, très chouette. Et on en arrive donc à ce Beyond the White Knight. 10 ans ont passé de nouveau environ. Bruce Wayne est toujours en prison. Les sous qui ont été utilisés par la ville, en fait, sont été repris et récupérés par Derek Powers de Powers Industries, c'est ça, qui a aussi repris en fait la main sur Wayne, sur Wayne Industries pour en faire Wayne Powers,
comme dans le dessin animé de Batman Beyond, hein. C'est vraiment une reprise de cet univers de la série animée à la sauce Sean Murphy, et donc qui a créé une milice suréquipée pour faire régner l'ordre et la loi, plus ou moins, donc dans Gotham City. Oui, mais si, c'est... Dick Grayson d'ailleurs est devenu le chef du GTO, ouais. du GTO, donc de cette force militarisée. On a un jeune Terry McGinnis qui va essayer de retrouver un prototype d'un ancien costume de Batman sur lequel Derek Powers que Derek Powers convoite aussi pour améliorer le GTO. Et apprenant cela, Bruce Wayne doit reprendre du service parce qu'il ne veut absolument pas que qu'un jeune soit entraîné dans sa lutte de justicier, parce que il a des casseroles au cul. Il y a Dick Grayson avec qui il s'entend plus. Il y a Jason Todd d'ailleurs qui est de retour, et on va avoir en fait le passif qu'il y a entre ces personnages, avec une réinvention en fait même de l'ordre des Robins entre Jason Todd et Dick Grayson, qui, je sais pas si t'as écouté le podcast ou pas. Je l'ai doublé, Arnaud, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai, oui. Ça, c'est moi qui fais la voix, en fait. Excuse-moi, putain. Mais qui, du coup, était une erreur à la base, sur laquelle, en fait, il pouvait pas réparer, donc il a décidé de... C'est ça. Parce qu'en fait, lui, ça, c'est trop marrant, il était pas au courant qu'il y avait un ordre des Robins et... Non, c'est pas, je sais pas s'il était au courant, mais s'il avait oublié. En fait, il dit que pour lui, les Robins existaient en même temps. Et qu'en fait, quand il a juste tué Jason en premier, DC lui a dit, t'es sûr, et tout. Et il a dit, bon, il y aura jamais de suite. Oui, c'est pour ça, ouais. Donc, du coup, je m'en fous. Et après, c'est après qu'il a compris que, du coup, comme il voulait parler des Robins, il fallait qu'il corrige cette erreur-là. Mais en fait, finalement, ça passe plutôt bien. Ouais, c'est pas mal. On passe quand même pas beaucoup de temps en compagnie de Jason, puisque c'est un truc séparé, donc. Sachant qu'il a son propre, parce que la mini-série Redwood est incluse aussi à l'intérieur, qui est dessinée par Simonette Di Meo, je crois. Il me semble. Là, je pourrais pas t'aider. Mais oui, il me semble. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, t'as les 2 numéros qui sont inclus dedans, qui voient aussi comment Jason Todd forme une nouvelle Robin qui, elle aussi, voilà, ça s'approprie le titre, parce qu'elle estime qu'il faut bien faire quelque chose dans cette ville de Gotham City, parce que sinon tu laisses le totalitarisme faire. Corentin. Oui. C'est bien Batman Beyond the White Knight? C'est bien, ce qui est déjà pas mal. C'est bourré de défauts, mais c'est sincère et c'est beau, hein, ça c'est pas très nouveau, hein, mais pour moi, le Curse restera le meilleur, secondé par Harley Quinn. Le premier, je le trouve toujours, je suis désolé, mais je trouve toujours aussi imbuvable, parce que il est pas aussi intelligent qu'il voudrait bien le faire croire. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, on ne pose plus de questions intelligentes à Batman. On dit juste, voilà, j'ai créé cette saga où en fait c'est Batman qui se pose ces questionnements-là à tel endroit. Il a cette relation à Harley Quinn, et ça reste la vedette de sa tétralogie entre guillemets, Harley Quinn. Clairement, ouais. Et Batman qui est en fait écrit comme un personnage qui s'en veut. Et ça, c'est un peu le thème fondateur. Donc là, on a une histoire qui fait très Tom Taylor dans l'idée, où il y a beaucoup de dialogues très émotifs, très émotionnels, où il tente de répondre à des questions qui sont assez anciennes, mais qui sont pas liées à la politique de Batman, qui sont liées plutôt au côté, c'est un père de famille, et évidemment c'est un mauvais père de famille, donc sa famille, une fois qu'il n'est plus là, se fracture, et lui veut la recomposer pour effectivement aller taper le vilain en collectif. Ça, c'est plutôt bien. C'est pas Tom Taylor, malheureusement, donc c'est pas toujours aussi sincère qu'il le voudrait, et il y a quand même l'usage d'une tricherie qui, moi, me fatigue un peu, qui est le monologue flashback, où il commence une phrase pleine d'émotions. Voilà, je savais que je serais pas un bon père, donc je te traitais comme un frère, machin, avec que des cases de flashback, et qui finit par les 2 personnages qui chialent et qui se font un câlin. Bon, une fois que tu l'as vu 3 fois, t'en as un peu ras le cul, quand même. Parce qu'il le fait quasiment pour tous les personnages. Il y a une des grosses facilités, tout à l'heure on parlait de Colder et du côté l'exposition, etc. Il y a des grosses facilités dans les dialogues, où on va t'expliquer un élément par rapport à Batman et Harley, par exemple, et direct, hop, je te l'explique, c'est bon, pas de souci. Par rapport à Terry McGinnis aussi, gros regret de ne pas l'avoir au premier plan, parce qu'en fait il est vraiment très en retrait. Ouais. C'est vraiment une histoire de Bruce Wayne, c'est pas du tout un Beyond the White Knight, c'est vraiment un Beyond Batman quelque part, mais on sait tous comment ça va finir. Et il y a ce côté, d'ailleurs, cette impression qu'en fait tu sais très bien comment ça va finir. T'as pas les enjeux que tu pouvais avoir l'impression d'une fracture, comme c'était le cas pour Curse, où tu savais qu'en fait à la fin il y a un truc qui allait se passer, quoi. Alors que là tu sais qu'en fait c'est une histoire où tout est bien qui finit bien, et c'est le but de la boucle. Donc ça, pour moi, c'est des petits défauts, et le défaut principal que j'aurais envie de compenser, parce qu'il y a des trucs bien qui sont faits avec ça aussi, mais c'est l'acolyte. Ouais, j'ai pas trop aimé en fait ça en vrai, il y a des dialogues qui marchent, et c'est encore une fois, c'est très Tom Taylor, quoi. C'est même limite très Tom King au niveau de la vanne méta, parce que
bon, non, mais surtout qu'il essaie quand même de le justifier presque scientifiquement aussi, le fait que que tout le monde puisse que en fonction de certains puissent le voir ou d'autres non. Et je t'avoue que je pense que c'est pour ça que vraiment au final j'ai trouvé que c'était plus faible que Curse, clairement, parce que je pense qu'il aurait pu faire cette histoire en se passant, on va dire, de cette acolyte particulière. Mais c'est parce qu'il faut, en fait, c'est le héros de sa trilogie en vérité. Tu vois, c'est quand il a lancé... Harley Quinn, la vraie héroïne. Oui, mais c'est les deux, enfin les trois marchent en triptyque, tu vois, et c'était déjà le cas dans le spin-off sur Harley, où t'avais en fait l'impression que lui il comprenait la relation, qu'on est un peu obligé de spoiler, mais la relation entre Jack, Joker, Harley et Batman comme la mécanique qui permettait à Batman de marcher. C'est-à-dire que voilà, Joker était amoureux de Batman, Jack était amoureux d'Harley, Harley était amoureuse de Jack et en même temps peut-être un peu amoureuse de Batman. Donc du coup, ça faisait une sorte d'équilibre un peu malsain et c'est ce qui a fait rouler la trilogie jusqu'ici. Mais là, il y a une façon quand même de gagifier le truc à tel point que ça devient en fait juste ça devient Code Quantum, quoi. Ça devient le héros qui a son acolyte immatériel qui lui parle et qui en plus façon jeu vidéo ou façon fantasme débile de Tech Bro, le mec qui peut tout hacker. Tu vois, on dirait dans Arrow, tu vois, genre il y a une porte qui est fermée, attends, je la hack. Ouais, c'est vrai qu'en termes de là, tu vois, sur la suspension d'incrédulité, c'est un peu bizarre. C'est Die Hard 4, tu vois, genre attends, t'as une montre. Ah je vais la hacker maintenant, mais ça marche pas comme ça en fait. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'a vraiment freiné dans le bouquin parce que il y a des bons dialogues qui en sortent encore une fois, hein. Mais ça finit par atteindre une proportion où en fait c'est un des personnages de l'histoire, il peut prendre le contrôle du corps, enfin tu te dis ouais, je suis pas persuadé. En plus Batman qui jusqu'ici avait été écrit comme une brute dans l'univers Batman, enfin de l'univers White Knight, là devient un pince sans rire qui a de l'humour, qui a du gag, qui a de la punch et tout. Mais je comprends que c'est une lecture d'auteur aussi et qu'effectivement c'est pas déconnant par rapport à ce qu'il a fait de Joker jusqu'ici. Donc bon, ça après, moi par contre, c'est vrai que ça m'a décroché à pas mal de moments. Mais si on veut, j'ai quand même envie de retenir les qualités parce que j'ai quand même apprécié la lecture, tu vois. Les qualités graphiques, évidemment, il y a toujours la blinde de bolide. Le Batman, il est trop musculeux. Le moindre costume est bossé, tu vois. Il a vraiment une science des costumes, ce mec. À part le Robin, enfin le nouveau Robin, que là, non, ça par contre, faut arrêter les conneries. C'est pas parce que t'es flic que tu vas devenir Robin, déjà pour commencer. Il y a une science de prendre un grappin et de se balancer entre deux toits. C'est pas parce qu'on te met un costume que tu sais le faire d'office. Faut arrêter les conneries 2 secondes. Le vilain aussi peut-être un peu trop automatique. La façon de twister le vilain à la fin aussi. Je sais pas si t'as, là pareil, l'incrédulité 0. C'est compliqué sans spoiler encore une fois. Par contre, voilà, je pense qu'il a compris des choses sur Harley que peu de scénaristes ont compris. Tu vois, et moi j'y crois à fond, voilà, au triangle amoureux. Je trouve que ça marche. Ouais. Je trouve que Batman est bien écrit dans cette perspective-là. Il y a de la bonne punchline, il y a une façon intéressante aussi de se dire, parce qu'il avait dit dans le podcast, tu sais que pour Plot Holes, il avait décidé de s'inspirer de sa tante, je crois. Il disait qu'il, voilà, il voulait faire comme sa grand-mère et qu'il voulait écrire en fait une héroïne qui était un peu vieille mais qui était encore sexy et tout. Et là, tu vois, c'est pareil pour Harley parce qu'il l'a dessiné avec des traits qui font un peu genre des rides. Mais en même temps, il oublie pas qu'elle a été stripteaseuse et qu'en fait, elle reste canon malgré son grand âge, le fait qu'elle a eu 2 gosses. Et de la même façon, pour Batgirl, il fait la même chose, tu vois. Il y a un plan où genre Batman, il la prend comme ça, limite vraiment par le boule pour s'envoler avec. Tu te dis, oui, bon, on n'oublie pas quand même effectivement qu'on est chez Sean Murphy et que ça, tu vois, il y tient. Ses héroïnes, elles sont sexy et ses héros, ils sont bien stockma, bien badass et tout. Mais ça fonctionne parce que c'est fait par un enfant, en fait, tu vois. Il y a vraiment un côté, j'ai grandi avec Batman, avec TAS, avec Burton, avec les jeux vidéo, avec ce côté même millerien et tout, parce qu'il y a des hommages à Miller, évidemment. Et il aime bien ça, tu vois, il le fait sincèrement, il le fait avec envie, avec attrait. Et du coup, tout fonctionne bien parce que, à mon sens, il y a vraiment un côté, il s'amuse. Et tu le ressens, tu vois, même quand c'est, en plus, il le dit lui-même dans le podcast, tu vois, il sait que c'est pas un grand scénariste. Il sait que son écriture, elle a des défauts. Moi, partant de là, je suis prêt à tolérer beaucoup de conneries en me disant, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça régale? Je trouve que ça régale. Je trouve que c'est bien foutu. Même s'il y a beaucoup de déchets, tu vois, et qu'en fait, je serais pas contre retrouver un Sean Murphy qui bosse avec un scénariste, à l'occasion. Ouais. Mais c'est pas sûr qu'on en vienne à ça d'ailleurs, hein, de ce qu'il raconte. Mais on verra bien pour la suite, si suite il y a de cet univers. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter pour ce Back Issues. On vous rappelle qu'il y a des liens dans le podcast qui vous permettent de les prendre si jamais vous avez pas de librairie près de chez vous et que vous n'avez pas peur de la commande en ligne chez nos amis de chez Comics Zone. Ça permet d'aider le podcast et la librairie en question. Et puis sinon, partagez simplement ces émissions
sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu récemment. J'imagine que vous avez lu beaucoup de choses vu que ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour un Back Issues. Et puis ma foi, on vous dit à très bientôt, promis, dans moins de 2 mois pour la prochaine émission de ce genre. Lisez des comics et une belle journée à vous. Salut. Salut.